Bon, alors, ça, c'était la partie, donc la deuxième partie de mon exposé. Et là, maintenant, je généralise la notion d'esquisse en la notion de diesquisse. Et je vais faire comprendre pourquoi je fais ça. Pourquoi je fais ça? Parce qu'au fond, dans la théorie des esquisses, bon, effectivement, il y a la théorie des esquisses en tant que telle, comme en a parlé Anatole, et puis il y a des tas de résultats intéressants sur les catégories de modèles d'une esquisse, etc. Mais ce qui m'intéresse là, c'est plutôt quelque chose de différent. C'est le problème de la co-complétion ou la complexification d'une catégorie. Et ça, c'est un modèle, c'est une question, c'est des questions qui nous ont beaucoup intéressés avec Charles, parce que justement, comme lui venait de la géométrie différentielle et moi-même de l'analyse, les catégories qu'on pouvait avoir, étaient rarement de très bonnes catégories. Si vous êtes dans un topos, ben par définition, vous aurez des bonnes colimites et des limites, par conséquent, vous n'aurez pas de problème. Si vous faites de l'analyse et que vous essayez de modéliser un système dynamique, ben vous verrez qu'en principe, les catégories sur lesquelles on va tomber n'auront pas les bonnes colimites. Donc, on voudra rajouter des limites. En géométrie différentielle, la catégorie des différentiales, des applications différenciables, DIF, n'a pas de produit fibré. Donc, un problème qui nous a toujours beaucoup intéressé, c'était celui de rajouter, donc de compléter une catégorie en rajoutant des limites ou des colimites. Alors, la construction de prototype est un cas particulier de cette construction, mais puisqu'on a une catégorie dans laquelle on a des cônes qui ne sont pas colimites et qu'on veut rendre colimites. Mais c'est un cas très particulier et qui est un peu dévoyé d'une certaine façon, puisque on se donne déjà les cônes, on se donne ce qui doit être la colimite ou la limite, et en définitive, on n'a plus qu'à le compléter. Donc, on ne change pas les objets. On rajoute des flèches, mais on ne change pas les objets. Mais, par contre, si on parle, par exemple, de la catégorie des applications différenciables et qu'on veut construire ce qu'on a appelé une catégorie convenient catégorie, je crois que c'est Froelicher qui avait introduit ce nom-là, évidemment, il va falloir rajouter des objets. Et c'est ça les problèmes dans la complétion. On ne veut pas seulement avoir certains cônes qui ne sont pas colimites, les rendre colimites, mais on veut rajouter des colimites à des diagrammes dans la catégorie qui n'ont pas de colimites. Donc, c'est un problème différent. Et on a deux sortes de problèmes. On peut rajouter simplement des colimites et puis ne pas chercher, en rajoutant les colimites, on risque évidemment d'enlever des colimites qui existaient déjà. Donc, simplement, c'est ce qu'on appelle la co-complétion libre, si on prend uniquement des limites inductives. Dans la co-complétion libre, on va rajouter un certain nombre de colimites à des cônes à des diagrammes qui n'ont pas de colimites. Bon. Et puis, on aura le processus de complexification, et c'est celui qui m'intéresse particulièrement, puisque depuis des années, c'est celui que j'utilise avec Jean-Paul Van Brommersch pour étudier, pour modéliser des systèmes naturels hiérarchiques, comme des systèmes biologiques, etc. Donc, dans le cadre de la complexification, on veut non seulement garder rajouter donc des colimites à certains diagrammes, mais on veut quand même garder un certain nombre de colimites qui existaient. Pas nécessairement toutes d'ailleurs, mais donc c'est toujours l'incomplétude. Hein. Il n'y a pas l'idée n'est pas de rajouter toutes les colimites ou de rajouter, de rendre tous les cônes, de garder tous les cônes colimites. C'est pas ça. On se donne un certain quelque chose, c'est-à-dire le problème qu'on se pose, qu'on conduit à choisir certaines colimites qu'on veut garder, certains diagrammes où on veut rajouter des colimites, etc. Donc, c'est toute cette incomplétude justement qui est très différent dans la philosophie, les deux sortes de philosophie que j'indiquais initialement, c'est là où on a vraiment une grosse différence, parce que ce qui nous intéresse, ça a toujours été de voir
d'essayer d'améliorer ce qu'on a, de pouvoir améliorer, pas de partir de quelque chose qui est très bon, éventuellement de descendre à l'intérieur. Donc la notion d'esquisse, eh bien, c'est justement exactement l'analogue d'esquisse, mais pour processus de complexification. Donc, une diesquisse, eh bien, c'est la donnée d'une catégorie C, d'une classe D de diagrammes dans C, qui généralement n'ont pas de colimite. Ce n'est pas obligatoire, mais enfin, en principe, ils n'ont pas de colimite dans C, et un cône, un ensemble de cônes gamma. Ici, je le définis dans le cas inductif, c'est-à-dire comme généralisation des esquisses inductives, on a l'analogue pour les esquisses projectives ou pour les esquisses en général, mais enfin, ce qui m'intéresse, c'est dans la D-esquisse, donc j'ai une catégorie C, un ensemble de diagrammes D dans C, et puis un ensemble de cônes, c'est-à-dire qu'on a l'esquisse C delta, C gamma. Si on prend C gamma toute seule, c'est une esquisse inductive, et puis j'y rajoute au milieu un D. Et donc, voilà ce que c'est qu'une diesquisse. Donc, pourquoi dit? Ben justement, parce qu'il y a deux sortes de choses. D'une part, des diagrammes sans colimite, et d'autre part, des cônes. Et un morphisme f de delta vers delta prime, alors là c'est un peu plus compliqué à définir que dans le cadre pur des esquisses, c'est un foncteur de C vers C', c'est dans delta prime, c'est C', D', gamma prime, qui vérifie que pour tout D dans D, on a le composé de f avec D et dans D'. Ou, parce que justement, comme on va dans un delta prime dans lequel on a à la fois des D et des gamma, mais que le D' pourrait très bien être vide, par exemple, il a deux possibilités. Le D peut être envoyé dans D', effectivement, par F, ou bien devenir, ou bien le composé de F avec D est la base d'un des cônes qui est dans gamma. Et de plus, pour tout gamma dans gamma, on veut que le F de gamma soit dans gamma prime. Donc, non seulement on aura un morphisme de l'esquisse C gamma vers l'esquisse C' gamma prime, le F doit faire ça, mais il doit faire quelque chose de plus, à savoir envoyer un D auquel on rajoute quelque chose, soit dans D' s'il y en a ou non. Et alors, c'est intéressant parce que quand on prend cette catégorie qu'on appelle dit sketch, la catégorie des diesquisses, eh bien, évidemment, dans cette esquisse, eh bien, on peut retrouver dedans l'esquisse puisque j'ai dit qu'une diesquisse c'est déjà une esquisse plus un D en plus, eh bien, dans la catégorie des diesquisses va contenir la catégorie des esquisses inductives, donc, mais en identifiant une esquisse inductive C gamma, la diesquisse C vide gamma. Donc, on appelle diesquisse cette catégorie. Donc, cette catégorie, en identifiant la catégorie des esquisses inductives à une sous-catégorie de diesquisse, eh bien, on voit également la catégorie des prototypes, en tout cas des prototypes inductifs, sera une sous-catégorie pleine de la catégorie des diesquisses. Et alors, on a un théorème essentiel, c'est le théorème de complexification, que tout à l'heure, nous avons dit la catégorie des prototypes est réflective, et une sous-catégorie réflexive de la catégorie des esquisses. Eh bien, on a plus généralement que la catégorie des prototypes inductifs, puisque là je ne prends que le cas inductif, est une sous-catégorie réflexive de la catégorie des disquettes. Et dans le cas où on a donc le prototype, si on prend le prototype R de delta associé à la diesquisse delta, eh bien, on dira que la catégorie est une complexification, une delta complexification de C. Alors là, on peut voir effectivement ce qu'on a. Vous voyez, on a les modèles, on définit les modèles, comme tout à l'heure, en demandant que c'est un foncteur qui, pour chaque D, entraîne donc que
le f de d doit donner avoir une colimité astérisque, et pour tout gamma, le cône est transformé en cône colimite. Donc voilà la catégorie. Vous avez la catégorie des diesquisses. Vous avez ici la sous-catégorie, donc la sous-catégorie des prototypes. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit que si on a une diesquisse delta ici, on va avoir un prototype, c'est-à-dire donc il y a une réflexion de là vers les prototypes. Alors, la réflexion, c'est celle-ci, c'est le trait, le grand trait, c'est ça, ce R delta. Voilà ce que sera le prototype de la diesquisse, il sera ici. Eh bien, nous allons le construire, mais justement, alors, en faisant une présentation, on pourrait le construire directement, mais c'est ce que nous avons fait dans notre livre de 2007, mais je pense que là c'est intéressant parce que je vais faire la construction en faisant intervenir une esquisse delta 0. Vous voyez, quand nous avons la diesquisse delta, nous avons C, D, gamma. Donc, admettons que nous enlevions le gamma. Il nous restera C, D et puis le vide. Eh bien, c'est ça le delta 0. Le delta 0, c'est si on considère ce qu'on rajoute, eh bien, on va commencer par construire le prototype de ce delta 0, qui sera ce qu'on appelle la catégorie des clusters. Et c'est ça que je vais expliquer maintenant. Et ensuite, à partir de cette catégorie de cluster, on arrivera, en partant de cette catégorie de cluster, de construire une esquisse et en montrant que le prototype de delta va être justement le prototype de cette esquisse. Donc, c'est une construction un peu différente qui permet de voir quelque chose, une notion intéressante qui est justement la catégorie des clusters. Alors, eh bien, donc, si on prend uniquement l'esquisse delta 0, c'est-à-dire dans le cadre où on a uniquement des diagrammes, quand on fait la complexification, enfin quand on fait le prototype, on parlera de co-complétion. Or, donc, on sait que dans la notion de co-complétion d'une catégorie, de co-complétion libre d'une catégorie, a été étudiée depuis très longtemps et dans différents cas. On a évidemment une possibilité d'avoir une co-complétion à équivalence près. Mais ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons une co-complétion à isomorphisme près. Et à isomorphisme près, c'est Grothendieck qui avait introduit la notion de d'objet dans le cas de diagrammes filtrants. C'est-à-dire, on se donne une catégorie C et on veut rajouter des colimites de tous les petits diagrammes filtrants à valeur dans C. Et ça, c'est la catégorie des d'objets qu'il avait défini de cette façon-là. Je rappelle qu'un diagramme est filtrant si tout diagramme fini dans C est la base d'au moins un cône inductif. Et dans la catégorie donc des homomorphismes, donc dans la catégorie des d'objets, les objets, ce sont les diagrammes, les petits diagrammes filtrants à valeur dans C. Et par contre, on donne le ROM défini par une formule assez compliquée, limite sur les éléments les objets de Q, de colimite d'un homme. Eh bien, beaucoup d'auteurs, donc ça c'était fait en 62, et beaucoup d'auteurs dans les années 70, il y a eu beaucoup d'auteurs qui ont essayé de partir de cette formule pour construire, pour généraliser le résultat au cadre des diagrammes pas nécessairement filtrants. Mais ça pose un problème. Ce n'est pas évident du tout avec une formule de cette espèce-là de savoir ce que devient, comment vous allez faire la composition. En particulier, il y a eu un article de Delehan Wilton qui ont essayé de le faire en essayant de décomposer un peu cette formule, mais ils l'ont décomposée d'une telle façon qu'ils ne sont jamais arrivés à faire la complexification. Enfin, ils ne sont pas arrivés à trouver une formule qui permette de faire la composition. Une composition. Mais ils ont trouvé quelque chose, mais qui ne revenait pas à ça.
Eh bien, justement, la catégorie des clusters, c'est exactement obtenu. J'ai fait une décomposition donc, dans notre article de 87 avec Jean-Paul Van Bommers. Nous avons décomposé cette formule et en décomposant cette formule d'une certaine façon, donnant vraiment ce que ça signifie en termes d'éléments, d'éléments de N de QP, donc on appelle un cluster. En fait, initialement en français on l'appelait une verbe, et puis maintenant je l'appelle un cluster d'une façon générale. Eh bien, on va obtenir une catégorie des clusters. Cette catégorie, l'idée de la décomposition de la grosse formule va être de partir de la catégorie comma. Alors, quand on a qu'est-ce que c'est la catégorie comma? De deux foncteurs. On a une catégorie C, deux foncteurs Q et P, qui ont donc deux diagrammes Q et P à valeur dans C. La catégorie comma de Q par P, qu'on marque en principe initialement par Q avec une virgule qui explique le comma, qu'aujourd'hui on met en général plutôt un trait droit. Et la catégorie qui est obtenue de la manière suivante. Les objets, ce sont les triplés d'un objet de SQ, d'une flèche G dans tellement d'essence dans le G de j'ai pas réussi à me servir du Schmitz là, parce qu'il y avait des problèmes avec Zoom. Une flèche G de Q de K vers un P de I et d'un I. Donc un triplet d'un objet d'en bas, une flèche en haut qui relie l'image de cet objet à l'image d'un autre objet en bas. Et les morphismes, c'est donné par un A et un B, donc dans Q et dans P, qui est tel qu'on ait un carré commutatif. Voilà la catégorie commun. Maintenant, on va pouvoir calculer un élément de 1 de QP, donc sa fameuse formule lim comme lim, à partir de là, très simplement, en utilisant la forme des colimites et des limites dans une catégorie d'ensemble. Eh bien, comment est-ce qu'on construit la colimite de Rome de QP P de I? Eh bien, on prend tout simplement la somme de tous ces éléments-là, c'est-à-dire l'ensemble des KGI qui appartiennent à la catégorie comma QP, et on prend la relation d'équivalence que dit que deux éléments, donc un élément ici et un élément ici sont reliés s'il existe un zigzag entre les deux. Donc voilà, c'est-à-dire une composante connexe, un élément de ce colimite de homme de QP, QK, PI, c'est tout simplement une composante connexe d'un K, GI dans la catégorie commun. Et quand on veut prendre ensuite la limite, eh bien on prend pour chaque K, on prend un tel zigzag et on compose ça par un Q par chaque morphisme A vers Q. Eh bien on demande que quand on compose par là, on ait encore un zigzag. Eh bien voilà la notion de cluster, donc qui maintenant ici donne vraiment la vision complète. Donc, un cluster est un ensemble maximal d'objets de la catégorie comma, tel que pour tout élément K, ici, on est au moins une composante, au moins un élément de QK vers P, et donc dans la gerbe, un élément GI, et s'il y en a plusieurs, eh bien, ils sont liés par un zigzag de triangle de cette sorte-là. Et de plus, le composé d'une flèche ici, Q de A, avec un tel zigzag, est dans le cluster, dans la partie du cluster associée au point K'. Voilà la définition d'un cluster. Ce qui revient à dire qu'on associe à chaque K
enfin, qu'on associe, qu'on a un préfaisceau sur SQ et qui associe à chaque élément une composante connexe. Alors, des exemples de clusters, tout morphisme évidemment de la catégorie, enfin de la catégorie QP et tout morphisme G de C peut être considéré comme un cluster à partir d'un foncteur singleton vers un autre foncteur singleton. Et un cône inductif dans C et de base Q et de sommet P de I est aussi un cluster de Q vers le foncteur constant sur P2. Et de cette façon-là, on définit la catégorie des clusters qui est définie très facilement en considérant la catégorie des clusters, donc si on a deux clusters G, G', eh bien on considère simplement les composés d'un élément de G, d'un élément de G', donc tout ça se fait dans la catégorie commun, d'un élément de G, d'un élément de G', et ça va donner d'un élément de G', et ça va engendrer un cluster, on le voit très facilement, il n'y a pas de problème, et le composé, c'est ce cluster engendré. Et on a un foncteur injectif de C dans les clusters de C qui associe au morphine de C le cluster dont j'ai parlé, le cluster réduit à l'ensemble ayant CH, C', et donc dans cette catégorie des clusters, comme on aura vous voyez qu'un P, un diagramme P va à la fois être un diagramme quand on le considère dans C, mais également sera un objet dans la catégorie des clusters, puisque la catégorie des clusters a pour objet les petits diagrammes. Donc, ce diagramme, quand on le considère comme un objet de C, de cluster, pour éviter des confusions, on va l'appeler avec un astérisque. Eh bien, justement, cette catégorie des clusters va nous permettre de faire des co-complétions pour une esquisse, pour des esquisses de la forme delta 0, c'est-à-dire C, où il n'y a que des diagrammes D et le vide. On considère la sous-catégorie pleine de la catégorie des clusters ayant pour objet les D astérisques associés donc aux foncteurs D qui appartiennent à l'ensemble grand D, eh bien, et cette catégorie CLU D de C, eh bien, c'est appelé donc la catégorie des D-clusters, et c'est cette catégorie qui va être sur le prototype de delta 0 va être sur cette catégorie. Pourquoi ? Eh bien, parce que cette catégorie, on montre que plus D de C est une catégorie déco-complète, parce que si on considère un foncteur D dans grand D, eh bien, il admet D astérisque pour colimite. On construit le cocône. C'est bizarre ça. Non. Le cône colimite, eh bien, c'est simplement engendré chaque fois par le dk, le d de k. Pour chaque k, on a la composante connexe de d de k dans D qui va être la directrice du cône pour k. Et donc, si on considère maintenant, on a une esquisse, et même qui est un prototype, donc, ayant comme esquisse les gamma indices D ainsi définis, pour chaque D élément de grand D, eh bien, cette esquisse, donc, eh bien, c'est un prototype, et c'est le prototype, donc, CLU de D avec l'ensemble de tous ces cônes gamma D et le prototype. Et donc, le CLU D de C est la décomplétion libre à isomorphisme près, là, ce n'est pas à équivalence près, de la catégorie. Oui, alors là, ça va. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne veut pas descendre? Voilà. Alors, je donne un exemple. Alors, l'ennui, c'est toujours que je ne vois pas mon truc. Alors, ça va être bien pour expliquer sans voir, c'est un petit problème.
Bon, je pars de cette catégorie de l'esquisse, donc c'est une esquisse de la forme des zéros. C'est la catégorie que l'on a ici. Dans D, je considère ce diagramme et ce diagramme qui n'ont pas évidemment de colimite dans C. Je considère par contre, par suite, et puis voilà ce que c'est que ma catégorie C, c'est-à-dire j'ai ce cône, le composé, là j'ai une gerbe, un cluster ici, dont le composé avec ce cône donne un cône ici, et de même, j'ai également un cluster ici, et ce que je veux, c'est rajouter librement des cônes colimites à D et à D'. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va commencer par faire, c'est un peu la même chose que j'ai fait tout à l'heure pour les prototypes. Hein. C'est la même construction, l'idée de la construction est la même, elle est simplement un peu plus compliquée. Donc, je rajoute à D un cône colimite. Donc, le gamma D, dont j'ai parlé, donc, qui a D astérisque pour pointe, et puis le gamma D étant défini comme je l'ai dit. Si nous considérons ce cône, le cône que j'ai ici, il doit se décomposer par D astérisque pour que D astérisque devienne une colimite. Donc, il faut rajouter un G ici, tel que ceci composé par G soit égal à ça. Par ailleurs, j'ai également un autre cône ici, qui est donc ce cluster composé avec ce cône, ça me fait donc qui est égal à ce cône, eh bien il va falloir également qu'il se décompose. Donc le cluster que l'on avait ici va se recoller dans cette même flèche G, puisque on doit avoir à la fois le composé de ça avec G, donnant ce cône qui lui-même est le composé de ça avec ça. Par ailleurs, dans des primes, je rajoute également le cône. Bon, alors moi, je ne vois pas ce qui se passe, ce qui est un peu gênant, mais enfin, je sais que ce qui se passe, c'est que dans ce cône, comme on a ici un cluster, il va falloir composer le cluster avec le cône, et donc ça va me faire un autre cône ayant comme base la même base que la même base que gamma prime et qui va jusqu'à des primes astérisques. Et puis, il n'y a rien d'autre. Voilà. Ça donne, construit la catégorie des déclusters comme la co-complétion, donc comme le prototype de delta 0 et donc comme la co-complétion. Maintenant, on veut passer à la complexification, delta complexification, c'est-à-dire on veut essayer de rajouter en plus dans l'esquisse delta, on a C des gamma. Et on veut construire le prototype. Eh bien, on va faire la complexification, on va la construire à partir de la catégorie des esquisses. Et le résultat, c'est qu'on aura donc le prototype donc la complexification sera obtenue en prenant le prototype de l'esquisse de QDC gamma D, c'est-à-dire celle donc, qui est correspondant à la co-complétion que nous venons de construire, union les cônes qui sont dans gamma. Et donc, c'est une esquisse et on prend son prototype et ce sera le prototype de ça. Alors, revenons sur cet exemple avec un petit peu différent. Donc, nous supposons ici que nous avons les cônes gamma et gamma prime. Remarquons d'ailleurs que dans la catégorie initiale, ces cônes sont déjà colimites. Eh bien, ce que nous voulons, c'est de toute façon les rendre colimites, non point dans la catégorie initiale, mais dans la catégorie, ils ne le seront plus, ou ils ne seront plus colimites, mais dans la catégorie complexification. Donc, on recommence la construction exactement qu'on a faite, on a le G. Mais cette fois-ci, comme ici, nous voulons que ce cône, que ce cône gamma prime, lui, devienne colimite, il va falloir qu'il se décompose aussi via le cône D astérisque, c'est-à-dire qu'il va falloir
qu'on ait également une flèche G' du point ici vers le D' astérisque. Et comme effectivement il faut avoir une catégorie, eh bien il faudra rajouter le composé GG' pour avoir la catégorie, pour avoir la complexification. Donc la complexification, vous voyez, elle est définie très facilement, on l'a construite ici facilement. Et ici, si on explique un peu mieux, si je reviens sur le schéma que j'avais donné, vous voyez, nous avons montré que si nous partons de delta 0, nous avons construit donc le R de delta 0, le prototype, donc la cocomplétion, c'est QDC gamma D. Et là, nous avons dit que c'est ça, c'était vraiment le prototype, c'est-à-dire tout modèle de delta 0 dans un prototype se décompose par là. Maintenant, ici, qu'est-ce que nous faisons de plus? Nous considérons l'esquisse qui, en rajoutant à gamma D ici, gamma. On obtient donc une esquisse sigma ici. Et puisque nous avons la flèche de delta vers là qui tient compte des D, mais pas des gamma, eh bien, la flèche, si je rajoute le gamma ici, la flèche que l'on aura ici tiendra compte à la fois des D et des gamma. Par conséquent, ça, si maintenant je prends le prototype de cette flèche ici, eh bien, j'aurai bien construit la complexification de delta. Donc, la complexification de delta est construite, elle a les mêmes objets que la cocomplétion, mais il y a beaucoup plus de flèches. Bon, est-ce qu'il y a des questions jusque-là?